Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la micronutrition 2.0.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de troubles du sommeil, ou en tout cas je vais essayer de vous donner des conseils pratiques, simples, à mettre en place pour vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil. Je vais d'ores et déjà vous conseiller de lire les échos de la micronutrition, donc le numéro 52, qui était un dossier consacré à bien dormir avec la micronutrition. Je trouve ces petits échos très bien faits pour le grand public. Vous y retrouverez des informations sourcées auxquelles vous pouvez faire entièrement confiance. Ils sont élaborés par le docteur Laurence Benedetti et la préface est toujours signée du docteur Didier Schoss. C'est très simplifié, mais il y a des choses extrêmement intéressantes que vous pourrez mettre en place facilement. Et si vous en avez besoin, vous pourrez toujours consulter un médecin, un thérapeute formé à la micronutrition qui pourra aller un peu plus loin et personnaliser votre prise en charge si besoin. Vous êtes nombreuses à me demander comment faire pour contacter un micronutritionniste. Moi, à part vous dire de contacter l'IEDM, qui est donc l'institut qui s'occupe de former les professionnels de la santé à la micronutrition en France et en Europe, ou vous dire de contacter le laboratoire Pilège, qui est le laboratoire français numéro 1 en micronutrition. Je ne sais pas trop quoi vous répondre d'autre, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui d'annuaire qui référence les professionnels de la santé qui sont formés à la micronutrition. Et puis je suis d'autant plus embêtée puisque ce n'est pas parce que un médecin ou un thérapeute, quelle que soit sa formation de base, ce n'est pas parce qu'il est inscrit sur les listes de l'IEDM qu'il est forcément compétent. Et j'ai d'ailleurs eu quelques mauvaises surprises ces derniers temps en ayant recommandé telle ou telle personne de contacter l'IEDM, et je me suis rendu compte que certains professionnels qui étaient inscrits à l'IEDM n'avaient absolument pas les compétences nécessaires, en tout cas en micronutrition, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir fait une formation d'une journée pour se dire micronutritionniste, expert en micronutrition, et franchement j'ai quand même eu des mauvaises surprises. Donc ne me demandez plus à qui contacter, parce que je ne saurais pas qui vous conseiller. Voilà, à part l'IEDM je ne vois pas, et encore il y a des mauvaises surprises également à l'IEDM. Donc voilà, ça c'était le point que je voulais faire. Non, sachez, de plus en plus de professionnels consultent à distance. Dernièrement est sorti un article justement sur les spécialités en médecine allopathique qui étaient reconnues et validées en consultation 2.0 à distance: la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la nutrition et la dictologie. Et je trouve ça vraiment incroyable aujourd'hui, parce que ça permet aux personnes qui vivent dans des déserts médicaux, aux personnes ne pouvant pas se déplacer, de pouvoir consulter à distance. Et pour certaines disciplines qui ne nécessitent pas d'examen clinique, je trouve ça mais vraiment extrêmement intéressant. Donc nous allons revenir au vif du sujet. Nous devons parler aujourd'hui de troubles du sommeil. Moi je m'intéresse énormément à la qualité du sommeil de mes patients, puisque un grand nombre d'entre eux consultent pour des problèmes de poids, et que l'on sait qu'aujourd'hui qu'une dette en sommeil va augmenter la synthèse d'une hormone qui s'appelle la gréline, et qui est donc responsable de l'appétit. En tout cas, cette gréline va stimuler l'appétit, donc on peut avoir plus faim si on ne dort pas suffisamment. Et puis, de manière plus générale, puisque je fais de la prévention santé, que je fais de la micronutrition, le but est d'optimiser l'état de santé de chaque patient et de lui permettre de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. On sait que la qualité de vie nocturne, donc la qualité du sommeil, va impacter la qualité de vie diurne. Et qu'il a été démontré les liens entre sommeil et santé. Et on sait qu'une dette en sommeil, une mauvaise qualité de sommeil, des troubles du sommeil vont impacter notre santé, notamment ça va diminuer les capacités de notre système immunitaire, ça va entraîner des mécanismes d'insulinorésistance qui vont mener au surpoids, à l'obésité, au diabète. Ça va entraîner également des troubles au niveau des fonctions cognitives. Donc globalement, le sommeil, la qualité du sommeil est extrêmement importante pour notre santé. Je ne reviendrai pas sur la structure du sommeil. J'en ai fait un article très complet sur le blog que je vous invite à lire si cela vous intéresse. Mais rappelez-vous qu'une nuit de sommeil, c'est une succession de cycles qu'on appelle les trains du sommeil. Et on a en moyenne 4 à 6 cycles par nuit, qui sont composés de différents wagons, donc différents stades de sommeil. On parle de la phase d'endormissement, et après on a le sommeil qu'on dit lent,
qui va du très léger au très profond, et le sommeil paradoxal. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous invite fortement à aller lire l'article. Il me semble que j'ai fait aussi un podcast, mais je ne m'en souviens plus. Donc vérifiez sur le blog dans l'onglet micronutrition. Les acteurs du sommeil en micronutrition. Alors juste pour vous rappeler à quel point les troubles du sommeil, ça fait quand même partie de notre quotidien, puisque plus de 36% des Français présentent des troubles du sommeil et qui sont finalement... ils ont des visages variés, puisqu'on peut avoir un trouble du sommeil avec une latence d'endormissement, donc une difficulté à s'endormir, avec des réveils nocturnes, avec des difficultés à se rendormir au moment où on se réveille, avec des réveils précoces, donc matinaux. On peut avoir ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil, et j'insiste sur ce point parce qu'il y a de plus en plus de syndrome d'apnée du sommeil. Ils sont sous-diagnostiqués et le risque est extrêmement important. On a un impact délétère sur le système cardiovasculaire avec un risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est extrêmement important chez un ronfleur, pas forcément en surpoids, mais c'est effectivement souvent chez quelqu'un qui est en surpoids. Donc quelqu'un qui ronfle la nuit et quelqu'un qui est fatigué la journée, c'est important d'aller faire ce dépistage du syndrome d'apnée du sommeil. Il y a également le syndrome des jambes sans repos que j'ai vu moins souvent, mais qui existe également. Donc au niveau micronutrition, qu'est-ce qu'on va faire? En allopathie, on va travailler essentiellement avec des molécules chimiques, des hypnotiques que vous devez connaître peut-être pour certains d'entre vous. Donc le zolpidem, le Stilnox, et puis on peut aussi utiliser notamment prescrit l'Imovan. Il faut savoir que ces traitements doivent être prescrits sur de très courtes durées. D'ailleurs, il y a une réglementation très stricte sur ces hypnotiques, et qu'il va falloir essayer de proposer une prise en charge plus globale, et c'est ce que peut proposer la micronutrition, puisque le but est d'étudier la structure du sommeil, quels sont les acteurs qui interviennent dans le sommeil, et de permettre finalement, avec une prise en charge globale, avec des modifications au niveau de l'assiette et une complémentation adaptée, vous permettre de retrouver une structure du sommeil optimale. L'acteur principal, c'est la mélatonine, vous avez dû en entendre parler. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Quand on va synthétiser notre mélatonine, en l'absence de lumière, on va donc trouver le sommeil. Et une fois que la mélatonine sera épuisée, on va se réveiller, et c'est souvent lorsqu'on va avoir une stimulation lumineuse. La mélatonine est synthétisée au niveau de la glande pinéale, de l'épiphyse, et cette synthèse est stimulée par l'hypothalamus. La mélatonine est un neuromédiateur qui a une action pléiotrope, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Là, on parle de la mélatonine en tant que régulateur sommeil. Cette mélatonine est synthétisée à partir d'un autre neuromédiateur qui s'appelle la sérotonine, qui est le neuromédiateur, il est inhibiteur du calme, du contrôle de l'humeur, de l'arrêt de l'action, du contrôle du comportement alimentaire, sucré notamment, des compulsions sucrées. Et la mélatonine est synthétisée à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui est considéré comme étant un acide aminé essentiel. Pour synthétiser, donc pour passer du tryptophane à la sérotonine, on a besoin de nombreuses vitamines du groupe B, B2, B6, B9, B12, on a besoin de fer également. Et pour passer de la sérotonine à la mélatonine, on a de nouveau besoin de B6, B9, B12. Donc toutes ces vitamines du groupe B, vitamines de la méthylation pour la B6, B9, B12 et pour la B2 également. Deux autres cofacteurs, le zinc et le magnésium. Donc vous voyez que pour pouvoir synthétiser correctement votre mélatonine, vous avez besoin d'un environnement micronutritionnel optimisé. Et on sait que dans certaines situations, notamment de stress, on a des fuites urinaires de magnésium qui vont du coup encore plus aggraver les troubles du sommeil. Donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent dans un contexte de stress, on a des troubles du sommeil associés. Donc important de pouvoir apporter dans l'assiette ces micronutriments, et si besoin de les apporter en complémentation, auquel cas il est important de faire des bilans biologiques pour vérifier les statuts, identifier les déficits et les carences, complémenter, puis contrôler au bout de quelques mois de complémentation si on a réussi à optimiser les statuts. Pourquoi se complémenter? Parce que parfois les statuts sont tellement déficitaires et les signes sont bruyants qu'on a besoin d'agir rapidement, et d'autre part que dans l'assiette on a l'impression d'avoir tel ou tel micronutriment, mais la réalité est tout autre, entre les problèmes de biodisponibilité, de densité micronutritionnelle, d'absorption intestinale. On se retrouve très rarement avec les
les apports avec les concentrations de micronutriments qui sont censés être présents dans l'aliment au niveau de la cellule cible. Donc on parle vraiment de biodisponibilité. Donc c'est le premier acteur, la mélatonine. Et puis je vous ai donc parlé de la sérotonine qui va elle s'opposer à la dopamine. La dopamine est ce neuromédiateur qui va vous permettre, c'est le starter, qui va vous permettre de démarrer votre journée, de commencer la journée, d'avoir la motivation et l'énergie suffisante pour démarrer toutes les actions que vous avez à faire dans votre journée. La dopamine est-elle synthétisée à partir d'un autre acide aminé qui est la tyrosine, qui n'est pas un acide aminé essentiel, mais qui est un acide aminé dit conditionnellement essentiel, c'est-à-dire que dans certaines conditions pathologiques, physiopathologiques, notre propre synthèse de tyrosine ne peut être amoindrie ou ne peut être suffisante. C'est le cas notamment lorsqu'on a un déficit en fer, ce qui est fréquent chez la femme, qui présente régulièrement des taux de fer relativement bas, puisque la tyrosine est synthétisée à partir d'un autre acide aminé qui lui est essentiel, qui est transformé en tyrosine lorsqu'on a un apport suffisant en fer. Donc retenez ces 3 neuromédiateurs importants, la mélatonine, la sérotonine et la dopamine. Et donc tout cet ensemble de cofacteurs, les principaux étant le fer, le magnésium, mais il n'y a pas que, vous avez compris l'importance des vitamines du groupe B, B2, B6, B9, B12. Et je tiens aussi à préciser qu'il est indispensable pour avoir une bonne communication, neurotransmission au niveau du cerveau, d'avoir un cerveau qu'on dit bien huilé, donc d'avoir suffisamment d'oméga 3 pour avoir une fluidité membranaire indispensable à la neurotransmission. Donc les apports en EPA, DPA, DHA sont capitaux pour tout ce qui concerne la fonction cerveau et donc jouent un rôle important dans les troubles du sommeil. Je pense essentiellement au DHA, mais tous les acides gras essentiels oméga 3 à longue chaîne ont leur rôle, ont leur importance dans les troubles du sommeil. Globalement, qu'est-ce que ça va vous donner en conseils concrets à mettre en place chez vous par vous-même? Pour les oméga 3, ça va être de consommer des petits poissons gras qui ont moins de risque d'être intoxiqués aux métaux lourds, donc sardines, maquereaux, harengs, anchois, truites éventuellement, saumon de temps en temps. Donc pour les apports en acides gras oméga 3 à longue chaîne, d'enrichir votre alimentation en aliments qui contiennent des vitamines du groupe B. Donc là on va se retrouver sur tout ce qui est céréales complètes, légumineuses, la levure de bière, jambes de blé aussi également, les aliments qui contiennent du fer, donc plutôt du fer héminique pour qu'il soit bien biodisponible, donc on va se retrouver plutôt sur des sources de fer animales, comme les viandes rouges notamment, les abats, le boudin. La spiruline, pour les personnes qui ne souhaitent pas manger de protéines animales, est une bonne source de fer. Maintenant, pour pouvoir apporter les précurseurs de ces fameux neuromédiateurs, la tyrosine va être apportée, c'est un acide aminé, donc forcément par les protéines animales. Vous allez donc pouvoir, dans un premier temps, stimuler l'apport, enfin en tout cas stimuler la synthèse de dopamine dans la première partie de la journée en consommant des aliments contenant de la tyrosine, donc en mangeant par exemple le matin des œufs, du jambon, du fromage, des produits laitiers, également au déjeuner, ce qui va vous permettre de synthétiser votre dopamine. Et puis dans la seconde partie de la journée, on va plutôt vouloir orienter la synthèse des neuromédiateurs vers la sérotonine puis vers la mélatonine. On va essayer d'apporter du tryptophane. Et pour ce faire, comme il y a une compétition entre ces deux acides aminés, on va éviter de manger des protéines. Ça veut dire effectivement en évitant le soir de manger par exemple de la viande rouge qui va vous apporter trop de tyrosine au détriment du tryptophane. Donc ça serait plutôt d'orienter votre consommation de protéines animales vers des poissons gras par exemple le soir ou des poissons maigres, plus des poissons gras pour avoir les oméga 3, et surtout essayer de mettre un environnement dès le goûter, donc vers le milieu, fin d'après-midi, un environnement sucré qui va en quelque sorte dériver un petit peu la tyrosine pour laisser la place au tryptophane et donc améliorer la synthèse de sérotonine et de dopamine. Ce qui voudrait dire au moment du goûter, manger des petits fruits secs, donc des abricots secs par exemple, des figues, vous pourriez manger un fruit bien mûr, une compote, avoir un environnement glucidique pour pouvoir améliorer la synthèse de sérotonine. Et le soir également, ça peut paraître un petit peu antinomique parce qu'on entend souvent, on a cette idée reçue qu'il ne faut pas manger glucides le soir, mais lorsque l'on a des troubles du sommeil, ça va être important de consommer une quantité convenable de glucides complexes le soir,
c'est-à-dire de manger des glucides qui ont des charges glycémiques qui ne sont pas trop élevées, des glucides des céréales qui ne sont pas trop transformées. Donc par exemple manger des pâtes complètes. Vous pourriez également manger de la pomme de terre, de la patate douce, du quinoa. Donc effectivement ça peut paraître bizarre, mais dans le cadre des troubles du sommeil, manger des glucides lents complexes le soir, c'est intéressant, toujours pour avoir cet environnement glucidique qui va permettre de mieux synthétiser la sérotonine puis la mélatonine. Donc voilà pour ce qui est des conseils au niveau de l'assiette, des conseils simples à mettre en place. Et bien évidemment, si les troubles sont bruyants, il pourrait être forcément intéressant de consulter un micronutritionniste qui pourra vous proposer une complémentation adaptée à mettre en place en complément de ces changements alimentaires. Une complémentation peut-être en magnésium, en fer, en vitamine du groupe B, en oméga 3, en tryptophane, en tyrosine. Ce sera à lui de décider de la complémentation adaptée à votre état de santé, bien évidemment, à vos signes cliniques et aussi à votre biologie, parce que complémenter en fer sans faire un bilan biologique, c'est impossible et ce n'est pas à faire. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, au niveau des règles hygiéno-diététiques à mettre en place, voilà des règles toutes simples que vous avez dû déjà entendre un peu partout, mais c'est important de les rappeler. La première règle, c'est que pour pouvoir dormir, le meilleur traitement, c'est de lutter, c'est de s'empêcher de dormir la journée. Donc interdiction de faire des siestes la journée. Obligation de vous réveiller à heure fixe. Même si vous n'avez dormi que 2-3 heures, vous devez vous réveiller à heure fixe tous les matins. Et à ce moment-là, éventuellement, faire une micro-sieste au milieu de la journée. Mais globalement, les siestes sont prohibées. Et le but est vraiment de lutter contre vous empêcher de dormir la journée pour pouvoir retrouver l'envie de dormir le soir. Évitez tout ce qui est boissons excitantes comme le café, le thé après 16 heures. Évitez de pratiquer une activité sportive tard dans la soirée. Faire en sorte d'avoir une bonne literie, faire en sorte d'avoir une chambre qui ait une bonne température, donc très fraîche, pas surchauffée. Faire en sorte d'être dans le noir total pour éviter justement de bloquer la synthèse de mélatonine au niveau de la glande pinéale. Faire en sorte d'éviter les écrans, parce qu'on sait aujourd'hui que une des causes principales de cette augmentation des troubles du sommeil, c'est cette pollution en fait qu'on a aujourd'hui, et notamment via la lumière artificielle, via les éclairages publics, la lumière artificielle qu'on a à la maison, les lumières bleues, donc tout ce qui est écran, les tablettes numériques, les téléphones portables, la télé comme elle est relativement loin ça va, mais si vous êtes dans votre lit avec votre téléphone portable ou une tablette qui produit de la lumière bleue, clairement vous allez bloquer cette synthèse de mélatonine. Alors il existe aujourd'hui des verres anti-lumière bleue que je vous recommande si vous êtes exposé à la lumière bleue le soir. Essayez de faire en sorte par contre la journée au contraire de vous exposer le plus possible à la lumière pour vous remettre en phase. Et se remettre en phase, c'est être exposé à la lumière au moment où je dois être réveillée et ne plus du tout être exposé à la lumière au moment où je dois dormir. Ce que je peux vous recommander, si notamment vous avez une latence d'endormissement importante, c'est de pratiquer la méditation de pleine conscience et notamment un exercice qui s'appelle le body scan, le scan corporel, que je trouve bien plus intéressant que de compter les moutons, comme on a l'habitude de dire, qui va entretenir votre activité cérébrale et ce qui ne nous intéresse pas du tout. Donc le body scan consiste en fixer votre attention sur les différentes zones de votre corps et systématiquement d'y revenir alors qu'une pensée va vous ramener justement par exemple au fait de je ne dors pas, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui se passe, j'arriverai jamais à me réveiller demain. Donc au lieu d'être emporté par toutes ces pensées automatiques, vous recentrez sur vos sensations corporelles ou tout simplement sur votre respiration, mais je trouve que le body scan ça fonctionne bien, des pieds à la tête puis on redescend, afin de trouver le sommeil plus facilement. Il me semble que j'ai fait une vidéo sur les troubles du sommeil en parlant de la pleine conscience. J'essaierai de vous retrouver le lien et je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà pour cette petite vidéo très pratico-pratique sur les troubles du sommeil, comment modifier rapidement la composition de votre assiette. Éventuellement vous complémenter, donc forcément vous n'allez pas pouvoir vous complémenter seul. Je vous déconseille cette automédication. La seule chose que vous pourriez faire, c'est utiliser des tisanes à base de plantes, puisqu'on sait que les dosages, il y a très peu de principes actifs dans les tisanes. Donc des tisanes à base de verveine, tilleul, camomille par exemple. Mais un micronutritionniste, lui, spécialisé en phytothérapie, il pourra vous conseiller donc de la phytothérapie, des plantes sous forme d'extraits de plantes standardisées, donc avec
des principes actifs qui sont fortement dosés et qui auront un effet thérapeutique sur les troubles du sommeil. Et là, on va utiliser des plantes comme la valériane, l'aubépine, la passiflore. Tout dépendra du type de trouble que vous présentez. Il pourra vous être prescrit également de la mélatonine en fonction des troubles que vous présentez. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, à partager en commentaire quelles sont les astuces que vous mettez en place pour améliorer la qualité de votre sommeil. Est-ce que vous avez modifié votre alimentation, modifié votre environnement de vie, eu recours à un thérapeute qui vous a prescrit tel ou tel micronutriment? Bien évidemment, le but n'est pas d'échanger sur quel est le complément alimentaire efficace, parce que vous l'aurez compris, une complémentation doit être personnalisée et adaptée à chacun. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une agréable soirée. À votre santé!